Voilà. Alors, du coup, ce que j'ai préparé, donc l'idée c'est que je vais vous présenter moi des éléments que j'ai identifiés. Bien sûr, si vous avez besoin qu'on échange, n'hésitez pas à parler dans le chat, ou même quand on n'est pas très nombreux, si vous avez envie de prendre la parole, c'est tout à fait possible aussi pour échanger. On peut aussi faire ça de manière un peu plus dynamique et interactive. Hop, je vais partager mon écran. Tac, voilà. Normalement, vous voyez mon écran avec une petite mind map qui s'affiche. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai mis les erreurs que je vois souvent. Je n'aime pas trop le mot erreur, mais bon, j'ai mis ça pour que ce soit plus simple pour comprendre, mais c'est pas forcément des erreurs à proprement parler. En tout cas, ce que j'ai vu, enfin, du coup, j'accompagne aussi des formateurs qui veulent dynamiser. C'est vrai que je me suis même pas présentée, je me rends compte. Je suis formatrice et j'anime. En fait, initialement, j'ai un parcours de designer. Donc, j'ai commencé à donner des formations en design, donc dans le domaine dans lequel je travaillais. Et puis, dans ma pratique de designer, j'ai été amenée à faciliter beaucoup d'ateliers d'intelligence collective. Donc, je donne aussi des formations en intelligence collective et également des formations en ludopédagogie. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces formations pour qu'elles soient plus ludiques et plus engageantes et rendre les personnes qui sont en formation plus actives. Donc c'est dans ce cadre-là que je voulais vous partager ça. Donc en fait, effectivement, les personnes que j'accompagne, souvent ce que je peux voir, c'est donc ne pas prendre en compte le niveau des participants dès le début. Donc ça, c'est un truc qu'on peut voir et qu'en fait, on a prévu, par exemple, un déroulé standard qu'on va suivre et dans le lot, il y a peut-être des personnes qui sont très expertes d'un des sujets qu'on va traiter et d'autres qui ne le sont, enfin, qui sont à un niveau très débutant. Et du coup, c'est vrai que la disparité, elle peut être un peu compliquée à gérer. Donc du coup, ça peut être voilà, ça, c'est une des choses que j'ai vues assez souvent. Sinon, rester trop longtemps en mode exposé magistral, moi-même, je l'ai fait. Au début, quand j'ai commencé à donner des formations, j'ai commencé à donner des formations dans des écoles. Et en fait, je savais pas trop comment faire au début. J'avais pas appris à apprendre, en fait, enfin à faire apprendre. Donc j'avais mon petit PowerPoint. Donc je déroulais ma théorie avec mon PowerPoint et ensuite on faisait des exercices pratiques sous format d'atelier. Donc j'essayais que ce soit le plus interactif et possible, mais c'était toujours dans ce schéma-là. Donc mon petit PowerPoint et ensuite les exercices pratiques. Et donc là, et je vois encore beaucoup ça. Là actuellement, je suis même en train de suivre une formation où c'est ça, c'est que du PowerPoint avec la personne qui parle pendant toute la journée. Donc voilà, et moi je pense pas que ce soit la bonne manière d'apprendre. On voit que les apprenants, ils sont beaucoup plus, ils retiennent beaucoup mieux quand ils sont dans l'action. Et là, en fait, quand on est passif et qu'on écoute juste quelqu'un, c'est compliqué. Donc trop de théorie, pas assez d'application également. Et puis ne pas varier les formats d'animation, c'est toujours un peu le même schéma que je vois, c'est du PowerPoint et puis ensuite un petit exercice pour appliquer ce qu'on a vu pendant la phase de théorie. Donc ça, peut-être que dites-moi dans le chat si ça vous parle, mais c'est peut-être des choses que vous voyez ou que vous pratiquez et c'est tout à fait OK. Moi, j'ai commencé comme ça et je pense que c'est pour ça qu'on est là aussi ensemble aujourd'hui, c'est pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire autrement. Alors, pourquoi c'est si important de créer une dynamique de formation et de faire attention à tout ça? Donc du coup, l'engagement, c'est un facteur clé du succès de la formation. Donc je pense que les personnes, quand elles sont engagées, la formation marche beaucoup mieux. Et pour les engager, pour moi, c'est de les rendre actives et de co-construire la formation avec elles. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de changer sa posture et enfin pour moi, tout est dans la posture. Au lieu d'avoir une posture justement descendante de sachant absolu qui va déverser du savoir, c'est de se dire, en fait, comment est-ce qu'on peut faire les choses ensemble? Comment est-ce qu'on peut mettre en action les personnes pour qu'elles co-construisent la formation avec nous et pour qu'elles puissent nous apporter aussi des choses. Se dire que ces personnes-là, elles savent des choses. Même des personnes qui sont très très novices qui arrivent dans votre formation, elles sont très novices, mais elles savent des choses. Elles savent des choses, elles sont capables de dire des choses. Et c'est aussi de faire ça, de faire en sorte que ces personnes-là soient actives et prennent en main la formation et d'ajuster comme ça aussi beaucoup en live pendant la formation au maximum ce qu'on est en train de raconter en fonction du niveau qu'on a en face. Et c'est également important, je pense aussi, de s'appuyer sur les personnes pour ajuster.
Euh, donc la diversité des niveaux et des attentes peut être un défi, mais aussi une richesse. Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est de se dire que quand on change de posture et qu'on n'est pas en sachant absolu, on peut s'appuyer sur ces personnes-là. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, un jour, j'ai animé une formation de 5 jours sur le design. Et puis, dans la formation de 5 jours, à un moment donné, il y avait une partie sur l'accessibilité numérique. Donc, en gros, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes en situation de handicap puissent arriver à utiliser un site web, par exemple. Euh, quand j'ai commencé à aborder cette partie-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une personne qui travaillait tous les jours avec ça, avec l'accessibilité numérique. Moi, je l'utilise pas tous les jours dans mon métier, c'était pas ça que je faisais tous les jours. Donc, en fait, j'ai laissé beaucoup plus de place à cette personne-là en lui disant, bah, vas-y, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi les pratiques, est-ce que tu peux... Et en fait, la personne, je lui ai laissé sa place. Et c'est tout à fait OK de se dire que bah, dans l'eau, il peut y avoir des personnes qui sont plus expertes que nous, et c'est OK. Et vice-versa, et se dire que qu'en fait, nous, on peut apporter des choses. Et en fait, l'idée, c'est que on a un cadre dans lequel on doit s'inscrire, donc avec des objectifs pédagogiques, etc. Mais ce cadre-là, bien sûr, il peut le varier. Et ce qu'on met dedans et la façon dont on va l'animer, ça va dépendre aussi beaucoup des personnes qu'on a en face. Donc là, je pense que c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, une histoire vraiment très importante de posture, de se dire, comme j'avais pas ma posture de sachante absolue qui savait tout sur tout, euh, j'ai su laisser la place pour cette personne et cette personne-là a compris qu'elle avait un intérêt aussi à apporter son expertise pour enrichir le groupe et que le groupe puisse travailler et apprendre des choses là-dessus. Donc ça, c'est une première chose que j'avais envie de vous partager. Et donc les interactions influencent aussi directement l'efficacité de l'apprentissage. Clairement, quand on s'enrichit les uns les autres, quand on discute avec les autres sur les pratiques, c'est hyper puissant. Et je pense que ça va être aussi la façon dont vous allez concevoir votre formation. Si par exemple vous prévoyez des moments où ils sont en binôme, par exemple à deux, sur un sujet ou sur lequel ils doivent réfléchir, bah là clairement c'est dans l'interaction qu'ils vont pouvoir progresser et justement s'apprendre des choses les uns les autres. Donc les interactions pour moi c'est hyper important. Ça me fait vraiment penser à des comment dire, ça se fait beaucoup dans les pays anglo-saxons, mais c'est tout ce qui est pair thinking ou des choses comme ça, où en fait c'est des personnes qui travaillent en binôme sur un même sujet, donc dans une entreprise, ils travaillent sur un même sujet en binôme, pour arriver à débloquer des situations. Il y a un truc qui commence à émerger aussi en France, mais je me rappelle plus du nom, je suis désolée, j'ai plus le nom en tête, je viens d'y penser, c'est par exemple c'est des développeurs qui font beaucoup ça, les développeurs informatiques, qui en fait se réunissent ensemble dans une salle, et par exemple, il y a une problématique à craquer. Donc, du coup, un bout de code qu'il faut faire, mais qui est un peu compliqué. Et en fait, au lieu d'être en mode, bah tiens, c'est moi l'expert qui vais t'expliquer, toi, un novice, comment ça marche, en fait, ils font d'abord passer le novice en premier, et c'est au novice de craquer la problématique. Et en fait, les experts, ils sont derrière. Et en fait, ils travaillent tous ensemble dans la même salle, en mode, on va craquer le truc. Mais c'est d'abord les novices qui sont challengés et qui doivent prendre en main le truc pour essayer de faire tout seul, et avec des conseils avisés des personnes qui sont plus expertes. Donc on commence à voir des choses comme ça qui émergent, d'autres formes d'apprentissage qui émergent dans les entreprises. Et donc voilà, pour tout ça pour dire que dans l'interaction, en fait, on progresse et on arrive vraiment à avoir des résultats qui sont beaucoup plus pertinents plutôt que dans un apprentissage descendant où on est un petit peu seul dans sa tête. Euh, donc une bonne gestion de l'hétérogénéité et des interactions améliore l'impact global de la formation. Donc ça, c'est ce qu'on va voir avec ce que je vais vous présenter juste après. Est-ce que ça va déjà? N'hésitez pas à me le couper si ça va trop vite. J'ai tendance à parler vite, je suis désolée. C'est mon problème. Hop. Alors, autre point, donc 3. Pourquoi la diversité des profils en formation peut être un défi, mais aussi une opportunité. Donc j'en ai déjà parlé un petit peu, je vous ai déjà donné des indices, notamment sur cette histoire de posture. Mais les challenges, c'est donc les rythmes d'apprentissage différents, les attentes variées, la gestion des frustrations. Donc tout ça, hop, voilà. Les opportunités. Ça s'est mélangé, pardon. En fait, ça peut être des challenges. On peut trouver que c'est difficile parce que du coup, les profils sont différents. Mais moi, je trouve que c'est vraiment, au lieu que ce soit un problème, je trouve que c'est une richesse. Parce qu'en fait, si on n'avait pas des niveaux différents, notamment cette personne qui était experte de ce sujet-là, bah, c'était génial en fait. C'était une super opportunité pour moi de me dire qu'en fait, la formation, elle allait prendre une tournure différente des autres fois que je l'avais animée, parce que cette personne-là, elle a apporté quelque chose.
Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans les formations que j'anime, c'est que du coup, effectivement, la structure globale est la même à chaque fois, plus ou moins. Mais après, les contenus varient énormément en fonction des personnes que je peux avoir en face. C'est qu'à chaque fois, ça va jamais se passer de la même manière parce que je sais qu'on va parler de choses différentes et on va adapter le contenu en live où on va passer plus de temps sur une partie, moins de temps sur une autre parce que du coup, il y a besoin de plus creuser celle-ci, moins creuser celle-là en fonction des niveaux d'expérience des personnes et de ce qu'elles ont besoin de creuser aussi pour la suite. Et ça, je pense que c'est important aussi de leur laisser le choix. Ça m'arrive très fréquemment pendant mes formations de leur laisser le choix, tout simplement. Des fois, ça peut m'arriver de dire, bah écoutez, là, il nous reste 2 heures. Finalement, on a passé beaucoup de temps sur cette partie. Dans les 2 heures, voilà moi ce que j'avais prévu. J'avais prévu ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez qu'on fasse ça ou ça? Et du coup, vous me direz, ah bah ouais, mais ça, c'est plus intéressant, etc. Et du coup, on essaie de réajuster par rapport à leurs besoins. Ou des fois, je leur dis, ben voilà, j'avais prévu de parler de ça, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà bien au fait là-dessus, que c'est des choses que vous connaissez déjà pas mal. Est-ce que vous avez besoin qu'on creuse ce sujet-là? Ou bien est-ce que vous avez besoin qu'on passe vite et qu'on passe à la suite? Et donc en fait, on décide ensemble de ce qu'on fait. Et c'est pour moi, c'est pas grave de se dire que qu'on fait pas tout comme on avait mis sur la checklist là des objectifs enfin les objectifs pédagogiques oui mais du programme c'est pas grave parce que s'ils le savent déjà qu'ils ont déjà les connaissances c'est ok et ça comment est-ce qu'on peut le faire c'est en faisant souvent des, euh, des exercices qui permettent de voir où en est l'apprentissage. Donc y a pas que les quiz, il y a d'autres façons de le faire, mais en tout cas de checker régulièrement, surtout si c'est une formation de plusieurs jours, de checker régulièrement que ce qu'on a posé comme élément le premier jour, par exemple, bah, le deuxième jour, ce soit acquis pour qu'on puisse avancer sereinement et que tout le monde puisse avoir sa place. Donc du coup, il y a ce truc-là de se dire que ouais, je pense que c'est clairement des opportunités. Euh, et moi, je me base beaucoup aussi sur beaucoup questionner, surtout quand je suis en intra, c'est très facile de faire ça parce que ils sont tous dans la même boîte. Donc en fait, ils ont des process qui sont plutôt communs à plusieurs typologies de profils, etc. En fait, je leur fais poser carrément qu'est-ce que, par exemple, si je donne une formation en design, c'est bah, c'est quoi votre process design actuel? Comment est-ce que vous procédez pour concevoir, par exemple, un site web, si c'est, je sais pas, si c'est une agence qui fait des sites web, comment est-ce que vous faites actuellement pour concevoir ça? Et on pose les choses ensemble et après, on vient les enrichir avec les éléments que je vais apporter, les outils que je vais apporter, les méthodos que je vais apporter. Et en fait, on le fait ensemble en partant de eux, là où ils en sont. Et disons qu'il y a un truc aussi que je me suis rendu compte, c'est de me dire que c'était OK de ne pas les emmener jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, je me disais, ouais, quand on fait du design, il faut que ce soit tout parfait, passer par toutes les étapes, etc. Et que du coup, ils fassent tout bien. Et maintenant, je me suis dit, bah non, en fait, je préfère qu'ils fassent juste un peu, mais mieux qu'avant, plutôt que qu'ils fassent tout parfaitement, parce que de toute façon, c'est pas réaliste et le gap peut être trop important. Et en fait, je me rends compte que les retours que j'ai souvent de mes formations, c'est de se dire, euh, que en fait il y a un côté bienveillant enfin à chaque fois c'est le mot qui ressort, mais ça parce que c'est le mot qui ressort à chaque fois de mes évaluations, c'est le côté bienveillant et je pense qu'ils ont senti que j'essaie pas de leur dire bah faut que vous fassiez un processus design parfait et que vous soyez l'agence parfaitement super balèze en design parce qu'en fait c'est pas le but. C'est simplement le but c'est de monter en compétence sur ce truc-là et d'arriver à faire des choses à leur niveau. Et c'est tout à fait ok en fait de se dire qu'ils vont pas mettre en place tous les outils, qu'ils vont pas faire tout bien, etc. Mais au moins si ils augmentent d'un niveau, c'est ça le challenge en fait. Et ça, en fait, on le décide un petit peu bah, pendant la formation. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce que vous faites déjà actuellement? Ok, bah, ça c'est bien, ça faut continuer, ça c'est à améliorer. Et qu'est-ce que vous êtes capable de faire demain? Bah, demain, ce que vous êtes capable de faire, c'est simplement de mettre en place, par exemple, des tests utilisateurs. Et ça, c'est un outil, ok, c'est un outil parmi tant d'autres, mais déjà, si vous êtes capable de faire ça, et moi je vais vous accompagner dans ce truc-là, déjà, c'est super. Et c'est ok. Et c'est pour ça qu'en fait, les niveaux, il y a le niveau en fait du groupe, euh, et il y a aussi le niveau de la individuelle d'hétérogénéité. Mais il y a aussi le niveau du groupe et de se dire à quel niveau on veut emmener le groupe et jusqu'où on veut les emmener. Ça va sur ça? N'hésitez pas à poser des questions ou réagir sur le chat si vous en avez envie, pour que je puisse réajuster aussi ce que je vous raconte. Euh,
Voilà, donc tout ça, enfin, c'est pour ça qu'en en fait, je pense que la posture, c'est clé là-dedans. Euh, et qu'en fait, ma posture, je la considère plus comme une posture de facilitatrice, une personne qui va faciliter les choses et qui va emmener effectivement comment dire, des, euh, des apports, enfin des apports de savoir, mais je ne vais pas descendre les choses. Oui, tu voulais prendre la parole. Pardon, c'est ton prénom parce que Cathy. d'accord, ça Oui, marche. bonjour et merci hein, beaucoup pour ce temps. Donc moi j'ai une question. Si effectivement, pour en revenir sur l'hétérogénéité des participants, Mm, si on a une grande hétérogénéité, là par exemple je vais commencer une formation le 13 mars et je sais, au vu des participants, qu'il y en a qui ont un niveau 1 et les autres un niveau 10 ouais. sur une échelle de 1 à 10. Comment, une fois qu'on l'a constaté, ok, mais comment faire? Est-ce que là, tu as justement des idées de dispositifs à mettre en place, peut-être entre les participants ou autres, comment faire? Ouais. Oui, ça m'arrive souvent d'avoir ces trucs-là, surtout quand c'est de l'inter, en fait. Ça m'arrive quand c'est de l'inter-entreprise. Et en fait, pour ça, c'est que du coup, déjà, comme je disais juste à l'instant, c'est comme en fait, c'est plus des ateliers que j'anime, bah, c'est fait sous forme d'atelier. Donc, il y a forcément des moments où ils sont en petits groupes, en grands groupes, etc. Et en fait, par exemple, quand ils sont en petits groupes, moi, ce que je fais, c'est que je les répartis en amont, en fait, par niveau. C'est-à-dire qu'en fait, je mélange les niveaux. Je mets un niveau 10 avec un niveau 1, un niveau 5 par exemple. Mais sauf que je ne dis pas comme ça, parce que ça peut être vexant de se dire qu'ils sont par niveau, mais c'est simplement que j'ai fait les groupes en avance, mais ils savent pas comment je les ai répartis, quoi. C'est moi qui le sais. Mais du coup, ça me permet justement que quand je vais donner un exercice à faire, bah, du coup, les niveaux 10 vont permettre au niveau 1 de monter en compétence et en même temps les échanges, parce que du coup, les niveaux 10, s'ils sont en formation, c'est qu'ils vont quand même apprendre des choses. Ils sont pas là à tout savoir, parce que sinon ils seraient pas là en formation, là actuellement. Donc forcément, ils vont apprendre des choses, mais les niveaux 1 ont plus de choses à rattraper, donc c'est pour ça que les mettre avec les niveaux 10, ça va aussi leur permettre de rattraper parce qu'il y aura un gap qui sera important, mais moins important qu'avec celui du formateur ou de la formatrice. Déjà, ça, c'est une chose. Tu voulais dire autre chose? Non, non, j'allais dire merci. Donc, enfin, voilà, déjà, je pense que déjà, tu vois, mélanger les gens, s'appuyer sur les connaissances des gens. Pour moi, et en fait, c'est les faire produire ensemble des choses et mélanger un maximum les choses. Et en fait, et c'est aussi quand je dis dans la posture, c'est aussi laisser la place à. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit qu'il y a une personne qui a envie de parler de son expérience ou de quelque chose parce que du coup elle est niveau 10, bah, c'est lui laisser la place. Et qu'en fait, il y ait de la place pour la discussion et pour les échanges. Et laisser la place aussi au niveau 1 pour poser toutes les questions qu'ils veulent, pour creuser aussi certains aspects qui sont peut-être pas très clairs. Mais du coup, c'est vrai que de toute façon, tout le monde va devoir apprendre des choses. Moi, dans les formations que j'ai animées comme ça, il y avait des personnes, en fait, en fait, des fois, ça peut arriver, je sais pas si ça vous arrive, mais ça peut arriver qu'il y ait des personnes, elles ont juste besoin, enfin d'ailleurs, je me dis moi-même, ça m'est déjà arrivé d'aller dans des formations où en fait, je pense qu'on en savait déjà tout, mais on avait besoin de structurer et de savoir qu'on maîtrisait et de valider un petit peu ses acquis en quelque sorte. Et je pense que c'est peut-être ça les niveaux 10 qui avaient besoin, mais ils apprennent quand même parce que du coup ils apprennent à structurer, ça donne un fil rouge et du coup ils font des connexions. Ah tiens, ça c'est le truc que je fais, ça se connecte à ça, etc. Et ça c'est ok. Et peut-être du coup ces personnes-là, quand moi je fais par exemple des évaluations à l'intérieur de mes formations, il y a par exemple une évaluation que j'aime bien ce qui me permet de voir s'ils ont bien compris. Ça marche très bien pour tout ce qui est processus, etc. Donc, par exemple, pour les méthodologies design, c'est je leur demande de me faire un poster dessiné de ce qu'ils ont retenu, par exemple, du process design. Et du coup, les gens me font des schémas avec les différentes étapes, etc. Et le fait de faire ça, donc là, ils font ça en petits groupes, 3-4 max. Par exemple, quand j'ai 8 personnes, je fais 2 groupes. Et en fait, ça permet vraiment de structurer les idées. Et là, clairement, bah, les personnes qui sont de niveau 10, c'est bien parce que du coup, ça permet aussi de prendre un peu de recul sur ce qu'on a appris et d'être un peu en niveau un peu méta parfois. Euh, et après, ce qui marche bien aussi, c'est du coup tous les exercices pratiques, toutes les simulations, tout ce qui sort un petit peu du cadre, ça permet aussi au niveau 10 de s'y retrouver et d'apprendre aussi quand même des choses.
Ensuite, ce que j'avais envie de vous partager, c'est donc les techniques. Donc du coup, on en a parlé un petit peu, mais il y a d'autres techniques. Donc évidemment, bah, le premier truc à faire, c'est diagnostiquer le niveau des participants dès le début. Donc moi, par exemple, quand je fais des inters, c'est souvent par des organismes de formation qui ont des questionnaires bah, avant la formation pour savoir s'ils pratiquent déjà tel ou tel truc, etc. Donc c'est comme ça qu'on arrive à évaluer le niveau. En fait, quand il y a les questionnaires qui sont envoyés, les résultats que je vois, c'est est-ce que je pratique déjà telle méthodologie, est-ce que je pratique déjà tel outil, etc. Et moi, ça me donne en fait des indications sur le niveau. Je vois aussi les métiers qu'il y a. Donc, je vois si c'est des métiers qui sont directement en lien direct avec le sujet sur lequel je vais former ou si c'est des métiers qui gravitent un petit peu autour. Donc, s'ils sont plus dans l'opérationnel ou si c'est simplement juste de la culture, de l'acculturation à la méthode ou enfin essayer de voir en fait parce qu'on en a parlé dans le chat, vous m'aviez dit que c'était important aussi de prendre en compte les intentions dans lesquelles ils arrivaient. Et, euh, et c'est vrai que les intentions ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'on peut arriver à satisfaire toutes les typologies d'intentions. Je prends un exemple concret. Quand je donne des formations en design, par exemple en intra, donc dans les entreprises, je dis explicitement en fait aux personnes que j'accompagne que ça serait bien qu'ils invitent par exemple, bah, si par exemple c'est une agence qui fait des sites web, je leur dis bah, invitez les commerciaux parce que du coup en fait même si eux ils vont pas pratiquer, ils vont pas être les mains dans le cambouis, etc. C'est pas du tout le but, mais au moins ils savent de ce qu'ils vendent après derrière. Et du coup c'est pas la même intention, c'est pas le même niveau, mais en fait le fait d'avoir pratiqué le truc et de comprendre exactement comment ça se structure, ça va leur servir ensuite après à vendre le truc aussi. Donc effectivement l'intention est pas la même, mais je pense que ça peut quand on prévoit un contenu, ça peut satisfaire plusieurs typologies d'intention. Ensuite, on en parlait un petit peu à l'instant, il y a varier les formats pédagogiques. Donc effectivement, alterner donc petits groupes, grands groupes, simulation, structuration de contenu, enfin voilà, essayer de voir un petit peu euh, structurer de manière très différente. Et en plus, il y a des personnes qui ont des appétences particulières pour un format ou un autre. Il y a des personnes qui adorent quand il y a de la foule, quand ça bouge, etc. D'autres personnes qui sont très besoin de se poser seules en introspection sur un sujet. Donc le fait de faire varier les formats, de dire bah tiens là c'est un exercice individuel au calme, là c'est un exercice plutôt où on va échanger, etc. Des choses. Du tac au tac ou du challenge avec des trucs chronométrés. Enfin voilà, il faut vraiment essayer de varier au maximum les formats pour ben, correspondre à toutes les typologies de profils et à tous les types d'apprentissage. Euh, et donc voilà, intégrer des pauses réflexives et de reformulation, bah, c'est un petit peu ce que je disais aussi sur, par exemple, le poster que j'expliquais tout à l'heure, c'est de se dire, bah, ok, est-ce qu'on a appris, bah, comment est-ce qu'on le reformule, comment est-ce qu'on se l'approprie avec nos propres mots. Donc ça, c'est important aussi. Moi, ça me permet de jauger et voir où ils en sont dans l'apprentissage, voir si ce que j'ai transmis est bien compris ou pas. Et puis eux, ça leur permet de réintégrer certaines choses. Structurer le contenu en paliers progressifs, bah ça, je pense que, enfin, si c'est un approfondissement sur quelque chose, c'est peut-être avoir quelque chose d'un peu macro au départ pour avoir une vue globale du truc, et ensuite c'est peut-être creuser les différents aspects pour que justement il n'y ait pas tout d'un coup qui arrive. Et je pense que c'est important d'avoir cette vue globale de comment ça s'intègre. Je pense notamment, par exemple, à la méthodologie design, c'est se dire, ben, en fait, c'est ça toutes les étapes du truc, et maintenant, on va aller creuser chaque étape dans la suite de la formation. Mais le fait de ne pas voir une vue globale, je trouve que c'est compliqué. Et en fait, je vais vous partager un truc qui m'est arrivé. C'est que quand j'étais salariée, à un moment donné, j'étais dans une entreprise qui voulait mettre en place des espèces de petites équipes qui travaillaient sur des nouveautés. Enfin, c'était des équipes d'innovation sur des projets et ils avaient décidé de mettre tout le monde dans des process agiles. Sauf qu'en fait, c'était une boîte qui n'avait jamais travaillé en agilité. Donc en fait, les gens qui étaient dans cette boîte-là ne comprenaient pas ce que c'était l'agilité. Moi, j'avais déjà bossé en agilité avant, donc je voyais ce que c'était. Mais du coup, en fait, le problème qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris des consultants pour acculturer en fait les gens à l'agilité. Donc c'était un peu de la formation continue, si on veut, sur le terrain. Et en fait, ils donnaient toutes les informations au compte-gouttes
Donc en fait, ils n'avaient pas de vue globale de ce que c'était que l'agilité avec les sprints, les rétros, enfin toutes les réunions, tout ce qu'il peut y avoir, tous les processus qu'il peut y avoir quand on fait de l'agilité. Ils n'avaient aucune idée de tout ça et on leur avait dit bon bah maintenant vous allez faire telle réunion, maintenant vous allez faire ça. Et en fait ça venait et en fait ils comprenaient rien de ce qu'ils faisaient. Et moi j'ai beaucoup échangé avec les gens qui étaient dans mon équipe et en fait ils me disaient mais on comprend rien parce qu'ils n'avaient pas cette vue globale. Donc en fait je pense que c'est important aussi de bien structurer ces contenus pour que on comprenne le contexte général, comment ça se structure, et qu'ensuite on puisse rentrer là-dedans et avoir plus ou moins de difficultés. Autre exemple sur les contenus et paliers de difficulté, c'est aussi dans l'intégration. C'est-à-dire que par exemple, j'ai une séquence de formation dans une de mes formations où en fait ils découvrent d'abord du contenu. En gros, ce que cette séquence de formation, c'est la découverte des critères d'ergonomie. Donc, les critères d'ergonomie, ce sont des critères de bonne pratique qu'on doit mettre en place quand on crée des sites web, par exemple. Donc, par exemple, un exemple très concret, il faut que ce soit lisible, il faut que les textes soient écrits assez gros, avec des contrastes assez élevés, etc. Donc ça, c'est un exemple de critères d'ergonomie. Et donc, il y en a plusieurs comme ça qu'il faut suivre. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, un petit peu par cœur en quelque sorte, mais si on respecte ces critères-là, on fait un truc qui est quand même plutôt bien facile d'utilisation et facile à prendre en main. Et donc, il y a cette séquence-là qui est dédiée à ça. Et donc, la première, les premiers éléments que je dévoile, c'est quoi déjà ces critères d'ergonomie? Donc, c'est un peu la découverte. Donc là, ils découvrent avec des jeux de cartes, c'est quoi ces critères, etc. Et ensuite, je leur demande, vous devez me trouver des exemples de bonnes et de mauvaises pratiques de mise en application de ces critères. Donc là, ils me disent, tiens, sur ce site-là, c'est mal fait, sur ce site-là, c'est bien fait, nanana. Donc du coup, ça, c'est un premier niveau. Et après, le deuxième niveau, qui est un peu plus compliqué, c'est carrément maintenant, vous allez me faire un audit ergonomique de ce site. Donc là, en fait, ils doivent reprendre tous les critères d'ergonomie, donc tous qu'ils ont vus jusqu'à présent, et puis les mettre en application en se disant, tiens, sur ce site-là, ça c'est bien fait parce que ça fait référence à tel critère d'ergonomie, ça c'est mal fait parce que ça fait référence à tel autre critère. Et du coup, on voit qu'on a quand même des paliers. Et moi, ça me permet de mieux ancrer des apprentissages et comme ça, ils retiennent mieux que si juste ils avaient découvert avec un PowerPoint, ça c'est les critères, boum, 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 là, ils retiennent rien en fait. Alors que là, ils les mettent en application de deux manières. D'une première manière, juste trouver des bons et mauvais exemples en même temps que de les découvrir. Et deuxième phase, c'est carrément faire un audit ergonomique, donc c'est-à-dire un truc que les experts en ergonomie font de toute façon dans leur métier. Donc on voit qu'on peut avoir des paliers comme ça. Et donc là, on sait bien parce que on a commencé par un niveau 1 et puis on finit par un niveau 10 et donc en fait tout le monde s'y retrouve. Ensuite, on a encourager la participation active de tout le monde. Donc ça, c'est ce que je disais. Donc pour moi, c'est hyper important d'avoir des espaces, vraiment, des espaces de discussion où les personnes vont pouvoir vraiment prendre la place et parler. Et je pense que c'est important aussi d'avoir ce truc de bienveillance, de se dire qu'en fait, euh, il n'y a pas de questions idiotes et que voilà, toutes les questions sont bonnes et qu'il n'y a pas de honte à avoir aussi. Quand, par exemple, moi, je leur demande de m'expliquer leur process design, je vais jamais leur dire ah mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ah oui, d'accord, vous faites ça, ok, très bien. Et il n'y a pas de jugement, alors que je sais très bien que ce qu'ils font, c'est pas du tout ok. Et c'est pour ça qu'ils sont en formation, ils sont là pour progresser. Donc vraiment être dans cet état d'esprit de se dire que ils sont là pour progresser et ils sont à un certain niveau et on va les accompagner pour passer au niveau du dessus, quoi. Donc voilà, la participation active, je pense que c'est hyper important. Donc laisser la place, donc c'est-à-dire que moi, à chaque fin de séquence, il y a toujours du temps pour de la discussion informelle, pour des échanges. Des fois, on part sur des sujets qui sont annexes, mais qui sont hyper importants pour eux et qu'il faut qu'on traite, qu'on doit traiter, et du coup sur lesquels ils ont besoin de conseils, de mise en application, etc. Donc on peut très bien dévier sur des sujets un peu annexes. Et prévoir un temps d'adaptation et de feedback en fin de séquence, c'est un peu ce que je suis en train de dire sur le côté prendre le temps de débriefer en fait, tout simplement débriefer ce qu'on vient de faire et c'est un peu comme quand on fait de la facilitation, on débriefe toujours après avoir fait des exercices, quoi. Alors du coup, je voulais vous partager quelques techniques de dynamisation. Hop. Donc, une des techniques, c'est les brise-glaces adaptées au contexte. C'est-à-dire que moi, en fait, en chaque début de séquence, j'ai un petit brise-glace. Un brise-glace, il peut être très différent. Donc, par exemple, si je reprends la séquence que j'ai décrite tout à l'heure sur les critères d'ergonomie,
En fait, moi, ce que j'ai envie qu'ils retiennent, c'est que c'est important de respecter certains standards pour que ça se passe bien et que du coup, pour que l'utilisateur soit pas perdu quand il va naviguer dans son site web. Et donc j'ai un brise-glace, en fait, c'est un site où tout est fait pour que ce soit anti-ergonomique. C'est horrible d'utiliser ce truc-là. Et c'est un truc que c'est fait exprès, c'est pour rigoler en fait, hein. Donc en fait, je leur dis, bah voilà, vous allez sur ce site et vous essayez. En fait, ils doivent juste remplir un formulaire sur le site. Je vais peut-être vous le montrer pour que vous voyez un peu ce que c'est, mais genre c'est horrible. User interface. Voilà, c'est ce truc-là. Donc voilà, Worst Practice Experiment, c'est le but du site. Donc voilà, donc en fait, quand on arrive sur ce site, on se dit, on est censé remplir un formulaire. Donc on dit, bah oui, il faut cliquer là, il y a un gros bouton vert, c'est là qu'il faut que je clique. Et en fait, non, ah, ça marche pas. En fait, il faut cliquer ici, sur le tout petit truc, ici, qui est tout rikiki, etc. Next page. Enfin voilà, en fait, c'est un truc, c'est fait exprès pour que ce soit vraiment pas du tout facile à utiliser. Donc je leur fais utiliser ça, donc souvent ils s'énervent un peu dessus, ils disent mais c'est n'importe quoi, j'y arrive pas, etc. Et ça les fait beaucoup rire, du coup ils disent ah, et puis en plus c'est chronométré ce truc-là, donc ah toi t'as fait combien? Ah t'as fait 5 minutes 30, moi j'ai fait 10 minutes, machin. Du coup ils rigolent un petit peu. Et après, on débrief. Donc, on prend toujours le temps du débrief. Donc, je leur dis, bah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils disent, ouais, c'est n'importe quoi, c'est trop mal fait, ça respecte rien. Ok, ça respecte rien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire. Et du coup, je les questionne jusqu'à ce qu'ils me disent, bah, en fait, il faut avoir quelques éléments un peu standards pour que ça marche. Parce que si on respecte pas certains standards, bah, du coup, on se retrouve à concevoir des interfaces qui sont comme celle-ci. Et en fait, ces trucs-là, ça cristallise et les gens vont s'en souvenir. C'est à dire, bah tiens, je me souviens quand je vais utiliser ce truc-là, ça veut dire qu'il ne faut pas que je fasse la même chose et qu'il faut que je respecte les critères qu'on a appris ensemble. Donc il y a souvent ces brise-glaces, donc il y en a plusieurs typologies, donc là c'est un exemple, mais il y a plusieurs typologies de brise-glaces que je mets comme ça au début de séquence euh, pour les introduire la suite. Ensuite, je mets voilà, de la gamification des challenges, ben, un petit peu comme ça. Et puis, j'ai beaucoup de jeux de cartes, de choses comme ça, de découvertes. Je trouve que ça marche bien de mettre sous forme de jeu. En fait, les gens sont beaucoup plus engagés. Si vous mettez sous forme de jeu, de petits challenges, ben, les gens vont être à fond dedans. Donc, ils vont jouer le jeu, ils vont être pris dedans. Et en même temps, l'apprentissage va se faire. Après, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des pièges dans la gamification, les challenges. C'est de faire attention à que ce soit pas trop compliqué, trop lourd, qu'en fait le jeu ne prenne pas le pas sur l'apprentissage parce que du coup, bah, ils retiennent rien. Donc, il faut que ce soit un truc assez simple, juste ludique, ce qu'il faut, pour que justement les gens puissent enfin, apprendre en s'amusant, mais sans que ce soit trop compliqué. Après, je vous en ai déjà parlé, mais au moins c'est résumé là. Co-construire donc le contenu avec les stagiaires. Donc ça, c'est hyper important, je pense. Et c'est comme ça, moi, que je gère au mieux l'hétérogénéité des profils. C'est que du coup, bah, ça répond aux différentes intentions qu'ils ont en entrant dans la formation. Ça répond aux différents niveaux. Ça répond vraiment à tout. C'est que du coup, on fait ensemble. Et du coup, je réadapte. Et en termes de posture, je parlais de la posture aussi. C'est que du coup, moi, avant d'avoir cette posture-là, j'avais peur d'être pas forcément crédible dans le sens où bah, j'étais pas la sachante absolue et se dire bah, qu'on laisse la place à quelqu'un qui est plus expert pendant la formation sur un sujet, ça peut être un peu déroutant et se dire qu'en fait on va passer pour la personne qui sait pas, etc. Et en fait, je pense que je me sens beaucoup plus légitime maintenant à animer de cette façon-là. Ça me correspond en tout cas beaucoup mieux parce que je sens que je maîtrise parfaitement mon sujet à partir du moment où je suis capable de l'adapter en live avec mes stagiaires. Si je suis capable, et ils vont me dire, bah tiens, on veut creuser un peu plus telle partie, bah, je suis capable de le faire en fait. Et je sais que voilà, je vais mettre un tronc commun et qu'après on va pouvoir creuser plus ou moins telle partie en fonction des apprentissages qu'ils ont envie de creuser. Et en fait, pour moi, d'arriver à faire ça, c'est là qu'on a vraiment de l'expertise. Parce qu'on est capable de s'adapter aux besoins des gens en live, en fait. Et ça, c'est assez puissant. Et du coup, pour m'adapter en live, il y a une autre astuce que j'ai aussi, c'est qu'il y a plein de choses que je rajoute a posteriori. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon tronc commun, parce que souvent on peut se dire ouais, mais j'ai pas le contenu, etc. Mais souvent le contenu, on le trouve un schéma d'une méthodologie ou truc comme ça. On tape le nom dans Google, on a les schémas, on a les trucs. C'est ok, on arrive à se débrouiller, on le dessine sur un paper, c'est ok. On arrive à trouver des choses parce qu'on connaît, on sait là où il faut aller chercher. On sait faire ça. Et je mets des trucs a posteriori, c'est-à-dire qu'en fait, si on a tiré le fil sur un sujet qui est annexe, mais qui est quand même hyper important,
Bah, du coup, je vais aller rajouter des ressources, rajouter des choses après par exemple, dans la présentation que j'ai prévue, et ça sera rajouté après. Donc en fait, j'ai toujours un petit post-it comme ça à côté de moi où je note tous les trucs que je dois rajouter a posteriori. Donc à chaque fois, je leur dis ah bah on voit ça, donc on voit le truc, et je leur dis bah, je vous le rajouterai après dans le support. Et c'est tout à fait ok. Et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, mais évaluer souvent pour adapter. Moi, ça me permet de voir si ça a été acquis ou pas. S'il y a des choses qui n'ont pas été acquises, bah, il faut revenir dessus et être sûr que c'est bien ancré, quoi. Et après, il y a gérer les comportements. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a aussi un côté où il faut enfin, faut avoir quand même quelques notions un peu de facilitation de groupe et dynamique de groupe. Par exemple, des personnes qui parlent beaucoup, des personnes qui parlent pas assez. Donc, comment est-ce qu'on gère ça? Donc, je pense que ça peut être très très bien géré déjà par toutes les astuces que je vous ai données avant. Les astuces de bah, gamifier, parce que bah, quand on gamifie, bah, les gens souvent dans des jeux, ils sont un peu au même niveau, parce que du coup, il y a des règles du jeu. Donc, par exemple, une règle du jeu, ça peut être tout simplement de se dire que on va chacun parler à tour de rôle. Enfin, voilà, il peut y avoir des règles du jeu comme ça où on se passe une balle. Il faut que ça dure pas plus d'une minute. Enfin, voilà, il peut y avoir des choses qui sont faites, qui sont mises en place justement pour, euh, pour gérer ça. Euh, et faut se dire aussi que j'ai l'impression, enfin souvent quand je vois les gens qui parlent de ça, là d'ailleurs c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû mettre ça comme ça, mais j'ai mis ça ici, c'est de se dire ah il y a la personne bavarde, la personne timide. En fait c'est pas des personnes, c'est des comportements. C'est-à-dire que peut-être que la personne bavarde, elle va beaucoup parler là, mais peut-être que dans un autre contexte, elle va être très très timide. Et c'est ok en fait. C'est pas enfin, il y a un truc aussi de se dire, faut pas mettre les gens dans des cases en mode bah cette personne-là, c'est une bavarde quoi. Non, c'est pas une personne bavarde, c'est une personne qui est bavarde à cet instant T. Euh, et du coup, il y a aussi ça de se dire bah, comment est-ce qu'on fait pour équilibrer au mieux ces profils qui sont assez diversifiés bah, de par soit leur personnalité, soit par rapport au contexte dans lequel ils sont. C'est, comme je l'ai dit, le fait de varier les typologies d'exercices. Un coup c'est en binôme, un coup c'est en solo, un coup c'est en grand groupe. Bah, ça va pas être pareil parce que ça va permettre à tout le monde de s'exprimer, notamment par exemple si c'est en binôme, bah, typiquement les personnes qui sont un peu plus réservées, elles pourront peut-être prendre plus de place parce que du coup c'est moins impressionnant que dans un grand groupe. Le fait par exemple aussi de leur demander d'écrire des réponses sur un post-it, bah peut-être que du coup on peut avoir plus de place. Le fait d'utiliser des cartes, des supports aussi. Si je parle d'une carte pour parler d'un concept à travers une carte, c'est plus facile que de rien avoir. Donc il y a plein de petites astuces comme ça qui permettent justement à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Si les personnes ont peur de poser des questions idiotes, bah, c'est peut-être leur dire, bah, au lieu de les poser à l'oral, ça peut être les noter sur un petit bout de papier. Après, on mélange, on ne sait pas qui a dit quoi, et ça peut être ça, se dire en fait, bah, allez-y, posez toutes les questions stupides que vous avez. On les met sur des papiers, on les mélange, on les tire et on y répond. Euh, donc il y a plein de façons de faire justement pour que tout le monde puisse avoir sa place dans les formations et arriver à réguler justement les temps de parole. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous mes petits trucs que j'avais envie de vous dire. Donc je vois qu'il nous reste un petit quart d'heure pour des questions, si vous avez des questions ou des retours, d'autres astuces aussi à partager, c'est toujours intéressant. Du coup, je reprends la parole si c'est Oui, OK. je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Euh, je voulais vous présenter par rapport aux différentes postures. Donc, j'ai fait une première promo de formation à la facilitation l'an dernier et là, je vais en faire une deuxième. Et pendant la formation, je vais vous montrer, on a prototypé un jeu. Trop bien, ça c'est toujours intéressant de voir les protos de jeu. Donc, en fait, on a prototypé, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on voit. Donc, en fait, parmi les méthodes de facilitation, il y avait la facilitation graphique. Et donc, j'ai lancé le défi à tous ceux qui étaient formés dans la journée de dessiner en facilitation graphique les différentes postures qu'ils allaient pouvoir trouver lors d'un atelier. Mhm.
Donc, par exemple, ce que tu disais, le profil, une personne qui peut être fâchée, une personne qui se donne le rôle de porte-parole, Madame téléphone, euh, Monsieur râleur, Madame ou Monsieur fatigué, Monsieur je sais tout, voilà. Et donc, en fait, on utilise ce jeu lors des formations à la facilitation ou des formations de facilitateurs pour mettre en scène ceux qui apprennent à faciliter ou à former à faire face aux différentes postures. Mm. Voilà, si jamais il y en a qui seraient intéressés pour l'avoir en PDF, ou même toi, je pourrais leur transmettre avec plaisir. Ah oui, carrément, je suis intéressée parce que moi j'en ai, mais ils sont pas aussi beaux que les tiens. C'est juste des Ouais. petits bouts de papier avec écrit ce que c'est, quoi. Et c'est pas terrible. Et, et du coup, on l'a appelé Un rôle et moi. Et on a fait une Génial, petite règle du jeu aussi, voilà, pour expliquer, accompagner dans le parcours de formation à l'intelligence collective. Chaque super. participant choisit une carte au hasard et doit ensuite incarner le profil qu'il a pioché en jouant le rôle de son émotion, de sa réaction. Voilà. Mhm. Ouais, c'est super. Moi, je fais beaucoup ça aussi, ça marche bien, c'est super. Et Mm. du coup, ça me fait penser à un autre truc, c'est que du coup, au lieu d'avoir des rôles, ça peut être des situations. Oui. Et en fait, c'était un truc que j'avais vécu quand j'avais fait quand moi j'avais été formée à la facilitation. Mhm. Et en fait, en gros, la consigne, c'était imaginer la pire formation, enfin la pire réunion atelier possible. Vous imaginez les pires trucs. Donc là, tu as quelqu'un qui est toujours au téléphone, quelqu'un qui arrive super en retard. Et en fait, c'est que des situations comme ça. Et après, en fait, au lieu que ce soit des rôles, c'était jouer les différentes situations dans lesquelles on était. Donc par exemple, dans les acteurs, il y avait une personne qui arrivait super en retard, une personne qui était toujours au téléphone. Et du coup, ça marchait aussi très bien. C'était assez sympa de faire ça. Je vais mettre mon adresse mail comme ça. S'il y en a qui sont intéressés, elles pourront m'écrire et je pourrais vous faire parvenir le format PDF avec plaisir. Cool, super, trop bien. Avril, tu voulais poser une question ou dire quelque chose? Oui, je voulais juste demander un peu comment on gère quand c'est des formats qui sont courts, notamment quand on n'a qu'une heure devant soi ou parfois on a voilà, des ateliers qui sont particulièrement courts et du coup, comment on adapte sur un temps aussi court parce que quand on a 5 jours devant soi, on peut voir venir. Quand c'est juste sur une heure, des fois, là j'ai dû faire un webinaire de une demi-heure par exemple et j'étais une demi-heure, on ne fait pas grand-chose. Hmm. Euh, Ouais, ouais, clairement, oui, c'est vrai, t'as raison, c'est hyper court. Là, je pense que, enfin, faut être réaliste et se dire que déjà, on peut pas avoir le même niveau que quand on a 3 jours, clairement. C'est pas possible d'avoir ça. Mais peut-être si tu peux avoir un maximum d'infos sur les participants en amont déjà, sur ça, si c'est possible pour toi. Et après, autre sujet, c'est moi je te conseillerais vraiment de faire des petits groupes et si t'as pas d'infos, que tu peux pas faire tes groupes en avance, de savoir qui est niveau 10 et qui est niveau 1, etc. Tu fais au hasard. Je me dis, tu auras bien dans l'eau quand même des gens qui sont répartis de manière un peu aléatoire, j'imagine. Mais ouais. les petits groupes, je pense que ça marche bien. Je sais pas si Ça tu marche fais bien. déjà ça, mais ça Ouais, je permet suis de. beaucoup en visio Ouais, et du coup, il y a toujours de peser le pour et le contre s'il faut rediffuser derrière en replay, par exemple, quand on fait des sous-groupes sur Zoom, on peut pas enregistrer toutes les salles. non, Du coup, il manque une partie, donc c'est toujours de se dire est-ce que là, ça vaut le coup de les mettre en petits groupes ou est-ce que vaut mieux ouais, rester en grand groupe. ouais. Mais pour le travail en lui-même, je préfère les petits groupes en effet aussi. Ouais, ouais, oui, je te rejoins. C'est sûr que si c'est un webinaire qui est enregistré comme là, c'est pour ça que là j'ai fait un format un peu descendant parce que c'est Mm. enregistré, ça va être posté sur les réseaux sociaux. Mais clairement, quand je fais des ateliers d'apprentissage, c'est toujours en petit groupe, etc. Et je dis que je filme pas en fait. C'est pas filmé et Mm. les gens ils viennent ou tant pis. Mais je pense que l'entre-deux, pour moi, si après tu dois le poster derrière, je trouve que c'est pas très quali parce que les gens ils regardent un truc où il manque la moitié et je vois pas trop l'intérêt effectivement de regarder ça. Donc effectivement, c'est Ouais. que du coup en format webinaire, c'est plutôt des formats descendants parce que Mm. c'est difficile de. Ouais, je te rejoins. C'est compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses à partager? Bon, bah, s'il n'y a pas d'autre chose, c'est que tout va bien. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc donc je posterai ça donc sur YouTube.
Donc, si vous avez envie de le partager à d'autres personnes qui sont intéressées pour le voir, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre participation et vos questions. Je vous Belle souhaite journée une à tout le bonne monde. journée, bon appétit. Merci.